Laurent Panifous, bonjour. Vous êtes député de l'Ariège et vous siégez dans un groupe qui s'appelle l'IOT à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est exactement comme groupe? Bien sûr, bonjour, bonjour à tous. L'IOT, c'est un groupe de 20 députés à l'Assemblée nationale. On dit un groupe d'indépendants. Pourquoi? Parce que c'est un groupe qui est composé d'élus issus de la droite, de la gauche, des gens qui ont appartenu à des partis politiques, des gens qui appartiennent encore à des partis politiques, mais qui, pour des raisons X ou Y, et j'expliquerai les miennes, ont fait le choix de ne pas siéger dans des groupes identifiés tels le Parti Socialiste ou l'UDI ou d'autres et ont souhaité conserver leur indépendance pour pouvoir être libres de leur vote. Et la caractéristique de ce groupe, c'est peut-être avant tout ça, ce sont des députés issus des territoires, très attachés à la force des territoires et qui souhaitent à l'Assemblée nationale pouvoir défendre cela, donc défendre globalement en fait une politique des territoires, donc une politique très décentralisée, c'est notre marqueur, et très attachés aussi à leur indépendance de vote. C'est-à-dire que, à la différence des autres groupes, le fait qu'on vote parfois différemment, parce qu'on a des opinions différentes sur certains sujets, et c'est normal, nous on l'accepte, ça ne pose aucune difficulté, c'est un principe. Après, bien sûr que selon les textes, on essaie d'avoir une position commune pour donner de la cohérence au groupe quand c'est possible, on discute, mais on a ce travail permanent qui est un travail de compromis entre nous. Et si sur certains sujets, et c'est très souvent le cas, on ne fait pas l'unanimité dans le groupe, eh bien, les gens votent en leur âme et conscience librement, sans que ça ne pose aucune difficulté. Et je dois dire que j'apprécie ça. Et avec mes collègues députés issus de la gauche, pour certains encore membres du Parti Socialiste, mais qui n'ont pas souhaité y siéger du fait de l'accord NUPES avec la France Insoumise en fait. Écoutez, en tout cas, c'est une expérience assez riche qui ressemble un peu à ce qui se fait en collectivité, que les gens n'ont manifestement pas l'habitude de faire au niveau national, c'est-à-dire la culture du compromis. Dans une collectivité, ici, on apprend à travailler avec des gens qui ont des opinions différentes des nôtres et d'horizons différents, et ça ne pose pas de difficultés. On a l'habitude, autour des tables des conseils, qu'ils soient municipaux, des collectivités comme les communautés de communes, de travailler avec des gens différents, et on a un objectif commun, et c'est le rôle du président ou du maire d'essayer de trouver un chemin, un compromis pour arriver à cet objectif qu'on a collectivement. Alors que l'on soit de droite, de gauche, du centre, vert ou pas, on prendrait un chemin différent. Et dans ce groupe, ça ressemble beaucoup à ça. Et c'est vraiment, on peut dire, en fait, le groupe des territoires. Et donc cette culture du compromis, dans ce groupe, elle pose aucune difficulté, avec une liberté de vote à la fin. Donc voilà ce qu'est l'IOT, des députés de gauche, du centre, de droite, qui se respectent, qui travaillent ensemble, qui acceptent d'avoir des idées différentes, et qui, petit à petit, et c'est assez surprenant pour certains peut-être, commence à l'Assemblée nationale à exister parce qu'il est au centre un petit peu de cet échiquier politique. Alors en nombre, c'est le groupe le plus petit, mais pour autant, on est un groupe qui est clairement inscrit dans l'opposition. C'est quelque chose qu'il faut aussi préciser, qui est assez important, à la majorité du président de la République, mais qui est clairement positionné dans une opposition de proposition, une opposition qu'on dit constructive, c'est-à-dire qu'on sait s'opposer. Et je pense que ça a été intéressant ces dernières semaines sur la Justement, retraite notamment. oui, Après. justement, oui, j'allais vous poser la question. Vous avez justement votre groupe qui était le moins connu et le plus petit, comme vous dites, Ouais. a été largement mis en lumière en début de semaine dernière, il y a pile une semaine, Ouais. par rapport au vote, un vote de motion de censure contre le gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites. Et vous avez été le seul groupe qui a réussi à créer un consensus justement au niveau de l'Assemblée nationale, qui a fédéré les votes et qui a bien failli de peu renverser le gouvernement. Vous pouvez nous parler un peu de cette motion de censure et Ouais. de comment ça s'est passé et comment vous avez pu le vivre également? Oui, c'était un moment assez particulier, assez fort à plus d'un titre, difficile aussi, mais il faut remonter un petit peu dans l'histoire de ce texte. C'est que quand la majorité, le président de la République, la première ministre nous a présenté ce projet de loi sur la retraite, immédiatement, et là on était unanime dans le groupe, on a été tous opposés sur une mesure, la mesure, qui en fait a cristallisé les oppositions dans le pays, que l'on soit dans les syndicats, la population ou les partis politiques en général. C'était la fameuse mesure de passer de 62 ans à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite.
Nous, on a immédiatement fait savoir, moi j'ai participé avec Charles de Courson, on était les deux députés du groupe, à participer avec Olivier Dussopt, le ministre du Travail, au fameux entretien qu'a pu avoir les négociations le ministre avec les 10 groupes de l'Assemblée nationale. Donc moi, au nom du groupe Lyot, avec Charles de Courson, on a pu participer à ces réunions. Et immédiatement, que ce soit Charles de Courson, qui est un député ici de la droite, ou moi, un député ici de la gauche, au nom du groupe, on a pu dire clairement sur cette mesure qu'on était opposé parce qu'on l'a considérée injuste. Mais en fait, c'est une position qu'on a prise immédiatement, qu'on a expliqué, on a argumenté. Pourquoi? Parce qu'elle allait considérer les personnes qui ont commencé à travailler tôt, pas celles, pour mon cas par exemple, tout simplement, qui ont commencé à travailler après avoir fait 5 ans d'études. Bon, on n'est pas concerné. Et on a pu argumenter de manière assez précise auprès du ministre pourquoi on était opposé à cette mesure en particulier. Mais ce qu'il faut dire et qui est important, on a pu dire au ministre, on a pu dire au gouvernement qu'on était opposé à cette réforme, mais on n'était pas opposé à une réforme. C'est-à-dire qu'on ne faisait pas partie de ceux qui expliquaient que circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de déficit. Si, il y a un déficit. Ce qui est vrai, c'est que ce déficit n'est pas aussi important qu'on voudrait le dire en proportion. C'est en proportion de ce que coûte la retraite, en proportion du budget de l'État, les 10 à 15 milliards dont on parle chaque année à aller chercher dans les prochaines années. Ça ne justifiait pas une telle précipitation, une telle rigueur dans la mesure. Et de ce point de vue, que ce soit sur la forme ou que ce soit sur la mesure des 64 ans, j'étais pas d'accord, nous n'étions pas d'accord à l'unanimité dans le groupe. Après, le gouvernement a dit qu'il avait écouté, consulté. Moi, j'ai participé au groupe de travail avec le ministre. Je veux dire que la consultation des groupes parlementaires, ce n'était pas une vraie consultation. C'est-à-dire que nous avons pu dire ce que nous pensions. Le ministre nous a répondu ce qu'il a pensé lui. On a fait 3 réunions comme ça. Il a fait la même chose, j'imagine. Je n'étais pas avec les syndicats, mais vu la colère des syndicats à l'unanimité, notamment la CFDT, qui est quand même un syndicat qu'on peut dire constructif, progressiste. J'imagine que le gouvernement et le ministre a adopté la même position avec les syndicats qu'il avait fait avec nous. Donc vu que sur la pointe des 64 ans, la position du gouvernement était circulée, il n'y a rien à voir, alors qu'il avait des députés comme nous, alors toutes les oppositions ne disaient pas forcément la même chose, n'avaient pas forcément le même message. Nous, notre message, c'est oui, nous devons faire une réforme, oui, il faut aller vers un système de retraite plus juste, comme le dit notamment la CFDT, mais pour cela, il faut se mettre autour de la table, il faut travailler sérieusement pour aller chercher cet objectif, ce que je disais tout à l'heure, aller chercher un objectif, c'est-à-dire amener notre système de retraite à l'équilibre pour le sauver. Et là, je dis banco, on était d'accord. Mais la question, c'est la question du chemin. Et on a voulu aussi nous imposer un chemin qu'on considérait comme injuste. Et pour arriver à la question de la motion de censure, pourquoi en arriver là, déposer une motion de censure, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Nous, c'était l'ultime recours que l'on a eu parce que le gouvernement a fait le choix du passage en force. C'est le fameux 49.3. Alors, déposer un 49.3, c'est-à-dire passer en force, en mettant sur la table quand même la responsabilité du gouvernement. Quand on est sur un sujet de budget, c'est-à-dire quand on vote le budget de l'État ou de la sécurité sociale, comme on le fait ici dans une collectivité, quand on vote le budget, ça signifie qu'on est dans la majorité. Quand on ne le vote pas, ça veut dire qu'on est en opposition. La réalité, c'est que la majorité présidentielle à l'Assemblée, ils n'ont pas la majorité. Donc il est, alors bon, tout le monde crie au scandale quand on passe à 49.3, je crois que c'est regrettable en effet. La vérité, c'est qu'un 49.3 sur un texte budgétaire, quand on est en minorité, ça ne justifie pas, à mes yeux, quand on est en opposition, une motion de censure. Parce que quelque part, c'est un passage qui n'est pas obligé, mais qui, à mes yeux, ne justifie pas une réponse forte comme une censure. Alors qu'un texte de retraite ou un texte de société, quel qu'il soit, ne justifie en rien un passage en force. Il oblige, à mes yeux, le président et le gouvernement à aller chercher une majorité à l'Assemblée nationale. Et même si ça lui coûte, même si ça lui demande des efforts, même si ça lui demande de faire des compromis. Et là, ce à quoi on a assisté, c'est un gouvernement qui a voulu passer en force et qui n'a pas voulu faire de compromis. Et là, nous avons dit au gouvernement une première chose. Si vous appliquez un 49.3, nous, groupe d'opposition, et là, ça a été un travail de quelques députés, d'abord au sein du groupe Lyot, pour convaincre les autres députés d'aller jusque-là, mais notre message à nous, d'un groupe constructif, d'opposition constructive, qui n'a pas vocation à aller chercher des motions de censure sur tous les textes, comme on peut le voir sur d'autres groupes plus extrêmes, c'est de dire, sur un texte comme celui-ci, aussi important, qui cristallise tant de colère, qui nécessite qu'on se mette autour de la table pour trouver un consensus. Si vous passez en force, nous prendrons nos responsabilités et d'abord nous déposerons une motion de rejet, ce qu'on a fait avant le texte. Mais
au moment de présenter, justement avec Charles de Courson, on devait présenter et intervenir lui dans un premier temps et moi ensuite pour l'explication de vote sur la motion de rejet qui allait être étudiée juste avant le vote de la réforme à l'Assemblée. La Première ministre est arrivée à nous et nous a appliqué le 49.3 à tous, à l'Assemblée et à tous les Français. Il vous a un peu scié l'herbe sous le pied. Oui, mais on était prêt à ça. Mais en déposant d'abord une motion de rejet avant, on aurait permis à l'Assemblée nationale de voter ou pas un rejet de ce texte sans faire tomber le gouvernement. Sauf que le gouvernement, je pense, sentant que la motion de rejet avait peut-être des chances de passer, parce qu'elle était moins engageante pour les députés, a appliqué son 49.3 avant qu'on dépose la motion de rejet, ce qui est son droit, et donc avant même qu'on étudie le texte. Et donc là, le groupe Lyot a pris la décision d'aller au bout de la démarche et de répondre au gouvernement au même niveau de gravité, j'allais dire, c'est-à-dire qu'au 49.3 sur un texte qui ne le justifie pas, nous avons répondu par une motion de censure. Et pourquoi cette motion de censure a pris une telle ampleur ? Justement parce que c'était un groupe comme le nôtre, composé de députés d'horizons différents, des députés d'opposition, mais de propositions, qui ont dit sur ce texte, ça n'est pas acceptable. Et donc cette motion de censure a cristallisé, c'est-à-dire que nous avons les députés, des députés des positions plus extrêmes, mais on a aussi des députés des Républicains, donc députés de l'arc républicain, on va dire, à l'Assemblée nationale, qui ont soutenu ce projet. Alors, à 9 voix. À 9 voix, cette motion de censure n'est pas passée. Ça veut dire qu'à 9 voix, on aurait pu mettre un terme à cette réforme des retraites. On aurait pu obtenir la démission du gouvernement qui était justifiée pour le coup, parce que ce gouvernement a fait le passage en force sur ce texte. Il n'aurait pas dû le faire. Je pense que c'est une erreur politique. Je dis ça donc, avec beaucoup de calme, sans colère. Je pense que c'est une erreur politique majeure. Donc le gouvernement est fragilisé à vos yeux. Il est clairement aujourd'hui fragilisé. Il va falloir assurément qu'il change de méthode dans les semaines à venir pour pouvoir retrouver du crédit, retrouver l'écoute ne serait-ce que de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce passage en force a été brutal. Et nous avons répondu avec fermeté avec la motion de censure. Le gouvernement a compris qu'un groupe, aussi petit soit-il que le nôtre, est capable de rassembler, de cristalliser, parce qu'on ne sort et on intervient avec fermeté que quand c'est nécessaire et justifié. On n'est pas le groupe qui va hurler toute la journée dans l'hémicycle au scandale en criant que les autres sont des vendus ou des gens dangereux. C'est pas du tout notre méthode. Mais pour le coup, cette motion de censure se justifie. C'est passé près. Donc le texte, malheureusement, n'a pas été retiré. Le gouvernement n'est pas démissionné. Pour autant, maintenant, la balle est dans le camp du président de la République. C'est à lui de changer de méthode. Alors je regrette, dans son intervention, il y a quelques jours, au lendemain de cette motion de censure, il y avait une forme de déni de réalité, de déconnexion totale de la réalité du pays, de la population, des syndicats et de l'Assemblée nationale. Et alors dire simplement, bon voilà, nous avons gagné de 9 voix, c'est-à-dire que la censure n'a pas été votée de 9 voix, je pense qu'il aurait été normal que le président au moins ait un message pour dire aux Français, aux syndicats, à tous ces députés qui ont voté fermement contre ce projet et contre la méthode, il aurait été normal qu'il ait un message pour tous ces gens-là, un message d'apaisement, ce qu'il n'a pas eu, je regrette. J'entends aujourd'hui que la Première ministre commence à envoyer des signaux, on verra. Toujours est-il que nous, ce groupe Lyot, on reste dans une position d'opposition constructive, on souhaite proposer, on souhaite co-construire quand on nous le demande, et quand le gouvernement, mais maintenant il le sait clairement, quand le gouvernement choisira le passage en force, il trouvera face à lui une opposition sérieuse, ferme, qui saura dire non, et qui manifestement, quand elle dit non, est entendue. Donc une opposition utile. Justement, dans le cadre de cette opposition utile, vous faites partie de diverses commissions comme tous les députés. Vous pouvez nous brosser un petit tableau des commissions auxquelles vous participez ? Alors, ma commission, chaque député a une commission officielle, ce qu'on appelle les commissions permanentes à l'Assemblée nationale, une des 8. Moi, je suis à la commission défense et forces armées. Donc, dans cette commission, je travaille de toutes les questions relatives à la question de la défense, de l'armée française, terre, mer, et de la marine, mais aussi de toutes les forces de sécurité. Alors, il y a des sujets qui sont c'est un peu la difficulté de ce groupe pour un député, de cette commission, parce que beaucoup de nos travaux se font à huis clos. Donc
des choses qui ne sont pas... Vous ne pouvez pas nous en parler. Oui, voilà, sur lequel on nous demande un peu de discrétion, mais ce qui est normal. C'est normal. Mais c'est la question du budget de nos armées, et c'est une question importante. Il y a une loi de programmation militaire, puisque les budgets des armées sont planifiés sur plusieurs années. Donc là, il y a une loi de programmation militaire qui est sur la table et qui est à l'étude. Donc ce groupe travaille, cette commission travaille sur ça, par exemple. On auditionne régulièrement tous les intervenants, les chefs d'état-major. Là, ces dernières semaines, c'était les représentants des armées étrangères. Donc c'est ce travail de commission qui est un travail qui n'est pas forcément de légiférer, mais qui est de préparer un texte, analyser les textes et regarder tout ce qui se passe au niveau européen ou au niveau mondial sur la question de la défense, et notamment dans le cadre d'une crise ukrainienne majeure, où forcément notre commission est très attentive à ce qui se passe au niveau des relations internationales des différentes armées. On travaille beaucoup sur la livraison des armes, de quelle manière notre pays intervient ou pas, de manière indirecte sur ce conflit par le prêt, par le don de matériel, et ce que font nos partenaires pour qu'il y ait une cohérence dans l'action. Voilà. Donc la commission, c'est écouter, auditionner, c'est contrôler ce que fait notre gouvernement dans le cadre de la défense et des forces armées. C'est une commission qui est aussi importante territorialement au niveau d'Ariège, parce qu'on a quand même on a nos forces de sécurité, des gendarmes, des policiers, mais on a aussi le premier RCP. Donc le lien entre ce que je fais à l'Assemblée et notre territoire, c'est toute l'attention que je peux avoir pour la question de défense et des forces armées avec nos militaires ici présents en Ariège. Après, je travaille aussi dans le cadre de groupe. Et là, c'est autre chose. Je suis dans un groupe d'études sur la fin de vie. Donc là, c'est un groupe qui travaille depuis quelques mois maintenant sur la perspective d'une évolution de la loi et ce que moi je considère comme peut-être l'obtention d'une nouvelle liberté, d'une ultime liberté, qui serait celle de la possibilité de bénéficier d'une aide active à mourir, de choisir la manière dont on finit ses jours. Aujourd'hui en France, il y a la loi Claeys-Leonetti qui a été votée il y a quelques années, qui permet d'améliorer considérablement l'accompagnement des personnes en fin de vie dans le cadre de soins palliatifs. Sans être technique, mais c'est de permettre aujourd'hui aux professionnels de santé de pratiquer la sédation profonde, prolongée jusqu'au décès, nous endormir profondément jusqu'au décès. La question qui se pose aujourd'hui, dans le cadre de ce groupe de travail, nous y réfléchissons, autour d'Olivier Véran, Agnès Firmin-Lebaudot, qui sont les deux ministres, et des députés d'horizons différents. Donc on est allé voir ce qui s'est passé à l'étranger, notamment, mais pas que, en Suisse, en Belgique, qui sont deux modèles différents. En Suisse, c'est le suicide assisté qui est autorisé, c'est-à-dire qu'on accompagne la personne qui peut prendre le cocktail qui va la mener au décès rapidement, ou la Belgique, où là c'est l'euthanasie, c'est-à-dire que l'injection est faite par le médecin. Donc c'est deux modèles différents, les deux sont dans le cadre de ce qu'on appelle l'aide active à mourir, et notre groupe de travail et réfléchit à une évolution des droits pour rendre ceci légal. L'aide active à mourir en général, est-ce que ce sera vers l'assistance au suicide, est-ce que ce sera vers l'euthanasie? C'est tout le travail qu'on fait ou rien du tout. Le président de la République a lancé une consultation citoyenne, donc il y a des citoyens qui sont en train de réfléchir et se positionner sur le sujet. Il y a un groupe parlementaire autour de ministres qui travaillent, c'est mon cas, et donc on verra à la fin si le président de la République, si le gouvernement souhaite mettre ce sujet sur la table, un projet de loi, une proposition de loi si ça vient d'un député. Je ne sais pas, moi je le souhaite, mais c'est un sujet très sensible qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup de modération, parce que ça peut réveiller des passions, et il faut vraiment écouter tout le monde, écouter les professionnels, écouter les usagers, écouter ce qui se fait ailleurs, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais, parce qu'il y a du bon et du mauvais dans tout, et se forger sa propre conviction. Donc là aujourd'hui, on est encore dans la phase de réflexion, de travail, d'écoute. Et alors il y a un autre groupe de travail à laquelle mais qui est totalement lié, on appelle ça une mission d'évaluation. C'est-à-dire que je fais partie des députés qui sont chargés d'évaluer la loi Claeys-Leonetti justement, qui est la loi qui a mis en place l'évolution des soins palliatifs, qui aujourd'hui nous permet notamment de pratiquer cette sédation profonde, d'être endormi profondément jusqu'au décès pour éviter toute souffrance, mais qui ne permet pas, ce qu'on étudie par ailleurs, une éventuelle aide active à mourir.
et ce qui est intéressant dans cette mission d'évaluation, c'est qu'on rencontre là aussi très largement, on auditionne très largement. Et toutes les personnes qui ont un intérêt direct ou indirect avec les soins palliatifs et savoir de quelle manière cette loi serait suffisante aujourd'hui ou pas, si elle est bien appliquée partout, si les soins palliatifs sont bien développés sur le territoire. Et c'est très instructif de voir qu'aujourd'hui, on a un gros problème de culture palliative, on a des professionnels de santé qui ne sont pas forcément totalement formés, et on a surtout des territoires qui sont peu ou pas dotés de services de soins palliatifs. Et donc, on n'est pas tous égaux en France face à la fin de vie, et ça, c'est un vrai sujet. Voilà, ça, c'est la mission d'évaluation Claes Leoniti, qui est un travail qui est différent, mais complémentaire du groupe de travail sur la fin de vie, qui, lui, ouvre peut-être une nouvelle perspective. Je suppose que vous planchez sur les directives anticipées qui sont peu connues et qui sont difficilement applicables à l'heure actuelle. Exactement. En fonction des convictions politiques, religieuses, exactement, philosophiques, autant du personnel médical que des patients. Exactement. Toutes ces considérations politiques, religieuses, philosophiques entrent en compte. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent quand on parle de la fin de vie. Et il faut écouter tout le monde et respecter tout le monde. Après, voilà, c'est le rôle du législateur d'amener vers... D'abord, ce que je fais, c'est d'évaluer la loi dans le cadre de la mission d'évaluation. Et c'est vrai, c'est-à-dire que la loi Claes Leoniti a mis en place la directive anticipée, la personne de confiance, la sédation profonde, ce sont les 3 outils majeurs de cette loi. Et le constat, c'est que aussi sur la personne de confiance ou les directives anticipées, c'est très peu utilisé. Très peu de personnes rédigent leurs directives anticipées. Donc c'est plutôt quelque chose qui n'est pas positif. En même temps, c'est extrêmement difficile de dire à quelqu'un, là tout de suite, vous, moi, de dire, bon, on rédige nos directives anticipées, qu'est-ce que je voudrais si demain je suis en situation de, ou de ne plus pouvoir dire justement ce que je voudrais, qu'est-ce que je voudrais que ceux qui sont autour de moi puissent faire pour moi. Mais l'autre vérité, c'est que il est très difficile de réfléchir en se mettant en situation de. Parce que la vérité, c'est que les personnes qui se retrouvent en situation de grande difficulté, donc proches de la fin de vie, manifestement, c'est le retour que j'ai, ont une réponse qui peut être différente de ce qu'elles auraient donné 10 ans, 15 ans avant en dirigeant des directives anticipées avec une forme d'idéal. Ce qui nous paraît aujourd'hui insupportable ne l'est pas forcément pour quelqu'un qui, dans une situation très dure, se retrouve avec un handicap très fort, etc. Mais peut-être que ce jour-là, la force de la vie fait qu'on a envie quand même de s'accrocher. Donc la directive anticipée, c'est un sujet très compliqué. Et voilà. Et donc dans le cadre de cette mission d'évaluation, on écoute tout ça, on observe ces difficultés sans juger. Et voilà, c'est un sujet à la fois passionnant, mais très difficile et qui, en tout cas, oblige à beaucoup de modestie. Bien, merci beaucoup, monsieur le député. Merci à vous.